Un épisode, ça représente environ 25 heures de travail. Alors, si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le commenter, le partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur patreon.com/miosmipanda. Cela faisait quelques heures que les 4 compagnons avaient quitté Bjark, et, à présent, ils s'apprêtaient à sortir des souterrains d'Orim, à bord du train qui les amenait à Roquefandre. C'est alors que celui-ci jaillit de sous la montagne dans un grondement sourd. La lumière de Vitar et Mortras envahit le wagon, les enveloppant d'une douce chaleur. Après ces quelques semaines plongées dans la pénombre de la roche, ils plissèrent les yeux par réflexe, mais aucun ne tenta de les protéger. Cora, qui se reposait jusqu'ici aux côtés de Valen, se mit debout sur ses pattes arrière en posant ses membres antérieurs sur le rebord de la baie vitrée pour observer le paysage. Ni la lumière ni la vitesse à laquelle défilait le décor ne semblaient la troubler. « T'es vraiment pas farouche, toi », pensa Valen à voix haute en lui caressant la tête, le sourire aux lèvres. Le convoi d'acier longea un moment la courbe abrupte de la montagne, avant de franchir la frontière qui marquait l'entrée en Arcadea. Valen et Kérit étaient de retour chez eux. Ah, bordel, ça fait du bien d'être chez soi. Lança Kérit en s'affalant sur la banquette, la tête en arrière. Calixte, assis face à Valen, contemplait le paysage à l'instar du Fenrir, tous deux tels de jeunes enfants découvrant le monde. Du fait de son amnésie, tout avait pour lui un goût de première fois. « Ferme ta bouche, tu vas gober une mouche !» le railla Talnar. « C'est magnifique !» clama le jeune homme, ignorant sa remarque, une expression d'émerveillement sur le visage. « Tu sais, mes seuls souvenirs sont ceux du désert. Alors pour moi, voir ça, c'est extraordinaire. » L'œuf jordéen eut un regard presque paternel à son égard. Si Calixte avait conservé une certaine naïveté malgré les épreuves, jamais il ne l'avait vu se réjouir ainsi. « Je suis impatient de revoir papy et mamie. Tu crois qu'ils vont réagir comment en nous voyant ?» demanda Valen à Kérit, avec une pointe d'excitation dans sa voix. Kérit aussi était heureux, car son ami d'enfance était redevenu lui-même. Bjark avait su trouver les mots qu'il l'avait ramené parmi eux. Tu les connais, ils vont faire mine de se contenir, mais mamie va vouloir fêter ça en faisant à manger pour 10. Et papy va nous sortir sa meilleure bouteille sans dire un mot, s'exclamèrent-ils en chœur. Mais attendez, je croyais que c'était tes grands-parents à toi, Kérit, l'interpella Talnar en fronçant les sourcils. C'est le cas, je t'en avais parlé. Tu ne te souviens pas ? Ma grand-mère nous a élevés ensemble quelques années. Alors ils sont aussi comme ses grands-parents. Nos parents nous avaient confiés à eux, quand ils étaient dans la résistance. Il faudra que j'aille les voir d'ailleurs. Conclut Kérit sur un ton plus mélancolique. 2 heures plus tard, la colonne de métal s'apprêtait à entrer en gare de Roquefandre. Valen et Kérit observaient avec attention la campagne défiler sous leurs yeux, leur cœur battant la chamade à la vue de ce paysage si familier. En effet, la gare n'était pas située à Roquefandre à proprement parler, mais à une demi-heure de marche de la petite ville. Le train commença à ralentir en émettant son grincement métallique traditionnel jusqu'à marquer l'arrêt. « Roquefandre, terminus, tout le monde descend !» cria un nain sur le quai. « Messieurs, je vous propose qu'on sorte par 2, dit Valen d'un air grave en observant le quai par la baie vitrée. Avec le bordel qu'on a mis à bois au bol, on a sans doute été signalé. Alors si on sort du train tous ensemble, on va vite se faire repérer. D'accord, mais on se retrouve où ? Lui demanda Calixte. Moi et Talnar, on passera par le wagon voisin pour quitter le train. Calixte, toi tu partiras avec Kérit, comme ça on se retrouvera chez nos grands-parents. C'est pas con, ça, bien vu, surenchérit Talnar. Chacun chargea son pactage sur son dos, et le petit groupe procéda comme Valen l'avait suggéré. Kérit et Calixte prirent alors un chemin qui leur ferait traverser la ville, tandis que Valen et Talnar contourneraient les zones les plus peuplées. Valen appréciait ce détour à travers ces lieux de son enfance. Dans l'air flottait l'odeur typique des fleurs de la région,
qui n'avait à nul autre son pareil. Kérit, quant à lui, était content de revoir les murs de sa ville natale, qui apparaissaient à l'horizon et qui n'étaient pas visibles depuis la gare, cachés par une haute colline. Calixte poussa un cri d'émerveillement en la voyant. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ?» Kérit le regarda, en souriant, puis tendit la main comme pour présenter l'endroit. « Bienvenue à Roquefandre !» Comme la plupart des villes d'Arildéenne, la cité avait son cœur juché au sommet d'un ancien volcan, tandis que la ville basse, qui s'étendait en contrebas du cône, était occupée par les nombreuses habitations du petit peuple. Au fil des siècles, la ville haute s'était progressivement élevée, au fur et à mesure que des bâtiments étaient détruits puis reconstruits par-dessus les gravats. Cela eut pour effet de faire monter le niveau du sol qui n'était plus au cœur de la caldeira, et faisait de la ville haute un plateau artificiel dominant tout le pic rocheux. Entre le centre-ville et sa périphérie, un long et tortueux viaduc plein, appelé la traverse haute, surplombait la forêt et permettait aux gens de passer librement d'une partie à l'autre de la ville. Les grands-parents de Kérit habitaient non loin de la ville basse, légèrement en retrait de par leur métier d'agriculteur. Alors que Valen et Talna rapprochaient de leur destination, ils virent Kérit et Calixte qui les attendaient au bout du chemin menant à la masure. Cora alla se frotter aux pieds de Calixte en poussant un petit cri avant de revenir vers Valen. « On vous attendait !» lança Kérit avec le sourire. Les deux amis s'engagèrent sur le chemin de terre battue, avec ce sentiment de rentrer enfin chez eux, même si Valen n'oubliait évidemment pas Stella et ses enfants. Le chemin donnait sur une grande cour, tandis qu'à leur droite se trouvait l'entrée du petit jardin par lequel on gagnait la maison. Comme à leur habitude, les aïeux de Kérit laissaient la porte d'entrée grande ouverte, d'où s'échappaient les odeurs de cuisine qui régnaient du soir au matin dans l'habitation. Kérit poussa le portillon de bois qui se mit à grincer et regarda Valen d'un air complice. Après toutes ces années, leur grand-père n'avait toujours pas huilé ce portillon dont le bruit avait le don de rendre folle leur grand-mère. « Teresa, c'est qui vient ? Va voir !» fit une voix rauque masculine avec un fort accent de la campagne depuis l'intérieur. « Ah, tu m'embêtes ! Tu peux pas aller voir toi-même ?» rabroua la voix d'une ancienne. C'est alors qu'une vieille femme, pas très grande et portant une blouse et un tablier, sortit de sa maison pour tomber nez à nez avec les quatre amis. « Bonjour mamie !»« Bonjour mamie !» dirent successivement Valen et Kérit en affichant un large sourire. « Rématas !» cria-t-elle. « Ce sont les petits !»« Pas possible ! S'enfermer les petits !» grommela l'homme. Alors que Kérit saluait sa grand-mère qui n'avait finalement pu contenir sa joie, Valen passa la tête dans la pièce de vie. Au fond, le paysan, un vieil homme chauve et bien portant, était assis en bout de table. Il lisait tranquillement le journal au travers de ses petites lunettes de lecture tout en buvant un café. « Salut papy !» lança Valen. « Au sacré nom d'agir !» s'exclama le vieux bonhomme édenté en se levant de sa chaise subitement. « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Voyant que Valen et Kérit étaient accompagnés, il les invita à rentrer d'un geste de la main. « Allez, rentrez aussi, vous autres. On va fêter ça !» dit-il sobrement en contenant son sourire et en se dirigeant vers le cagibi, dont il revint avec une bouteille de vin entre les mains. Rématas et Mara Teresa Pavinemtas vivaient dans une masure typique du Maine, l'une des régions sud d'Arcadea. Bien qu'ils vivaient chichement, ils étaient à l'abri du besoin et ne manquaient de rien. Leur habitation se composait de 2 chambres, un cagibi, et d'une unique pièce de vie dont les seules percées étaient une porte et une grande fenêtre. Une longue table en bois massif occupait l'espace, avec des bancs de part et d'autre à destination des convives. Seul le chef de famille et ceux qui avaient le privilège de s'asseoir à côté de lui bénéficiaient d'une chaise. Alors que les anciens prospecteurs prenaient place, Mara Teresa mit la cafetière émaillée à réchauffer sur la cuisinière à bois, servant aussi à faire sécher le linge et qui fonctionnait en continu. À droite de la table, un grand buffet de bois sombre sur lequel reposaient divers bibelots longeait le mur. Enfin,
La prestance du patriarche était renforcée par le vaisselier de bois clair situé derrière lui, qui venait soutenir sa présence. Comme ce fut le cas avec Bjarc, les 4 amis entreprirent le récit de leurs péripéties. Sans pour autant leur cacher quoi que ce soit, ils n'entrèrent pas dans les détails. Rematas et Mara Teresa n'étaient pas du genre à aimer les épanchements de ce type. L'essentiel leur suffisait, et ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer leur soutien. Valen et Kirit le savaient. Pour eux, c'était ça le plus important. Après quoi, la soirée se déroula dans la joie des retrouvailles, en parlant de tout et de rien autour d'un repas bien copieux, comme on pouvait s'y attendre. « Allez, reprenez du coq !» ordonna Teresa en resservant les assiettes pour la 3e fois. « Oui, avec la peau sur les os !»« C'est vite, ça tient pas debout !» surenchérit Rematas en versant du vin à ses invités. Valen, Kirit et Calixte ne pouvaient plus avaler une bouchée tant ils avaient mangé, mais acceptèrent en sachant que, de toute façon, la petite mamie ne leur laissait pas le choix. Talnar, au contraire, s'en donnait à cœur joie et faisait honneur à la cuisine de la maîtresse de maison. Il en était de même pour Cora, à qui Valen donnait discrètement des morceaux de viande. Au fait, vous avez eu des nouvelles de Stella et des enfants ? Demanda Valen sur un air inquiet. Ils vont bien, lui répondit la vieille femme joyeusement. On s'écrit de temps en temps. Ils sont toujours à Az, mais ils sont venus nous rendre visite voilà bientôt 2 ans. Tu as de beaux enfants. Ton grand Titnir, s'exclama Rematas. Et est-ce qu'elle... Elle t'attend. Tu n'as pas à t'en faire. Le coupa sa grand-mère qui avait anticipé sa question. Valen fut profondément soulagé et ne put cacher quelques larmes de joie. « Mamie, tu as toujours l'argir qu'on avait laissé ?» demanda Kirit. « Ça doit être dans une grange, t'iras voir demain. » lui répondit-elle. « Tu veux faire quoi avec ça ?» s'enquit Talnar avec un air circonspect. « Je t'avais dit que le père de Valen m'avait appris quelques trucs en manasie. »« Ouais. » Alors comme tout manazis, sans argir, je ne peux pas faire grand-chose. « Et tu comptes faire quoi avec ça ?» répéta le Jvordéen. « Et vous repartez quand ?» les interrogea l'ancien sans laisser à Kirit le temps de répondre. « Ils viennent à peine d'arriver, voyons, » rétorqua la grand-mère. « Restez autant que vous voulez. »« Merci, mamie, mais ça vous mettra en danger, » répondit Valen. « Idéalement, on repart demain, » ajouta Kirit sur un ton ferme. À peine le premier des 2 soleils avait-il commencé à disparaître que le couple d'anciens, ne changeant rien à ses habitudes, s'apprêta à aller se coucher. « Allez à la taverne !» leur intima sobrement Rematas avec un sourire espiègle. « Ça vous changera les idées. » Bonne idée. Mais avant, j'aimerais aller rendre visite à papa et maman. Répondit Kirit sur un ton grave. Le petit groupe suivit alors Kirit qui avançait sans dire un mot vers la ville basse. Après avoir mangé comme jamais, cette balade digestive était la bienvenue. Ça leur faisait un drôle d'effet de se promener librement. Depuis leur départ de la cité des sans-noms, ils redécouvraient petit à petit ce que c'était que de vivre normalement. Valen avait demandé à Cora de rester à la ferme, mais celle-ci, feignant de ne pas comprendre, tenait à le suivre où qu'il aille. Au terme de 20 minutes de marche, ils arrivèrent dans le bourg de la ville basse. Près de la place principale se tenait l'église du sanctuaire de l'aurore, une des rares encore en activité depuis la prise de pouvoir de Dartan. Valen s'inclina légèrement à son approche, regarda vers le ciel et toucha son front de la main droite pour saluer l'Omni. Ils contournèrent l'édifice par la gauche et arrivèrent à un cimetière, faiblement éclairé par la lueur orangée du dernier des 2 soleils encore visibles. « C'est ici, » murmura Kirit. Il avança quelques mètres, puis s'arrêta devant 2 tombes. Sylvia Ravalion, pouvait-on lire sur la première ? Amos Ravalion, sur la seconde. Après un temps de recueillement, Kirit prit la parole. « Je ne vous ai jamais parlé de mes parents. » dit-il à l'intention de Talnar et Calixte, tout en fixant les pierres tombales. Il y eut un long moment de silence. Mon père était un manasis amateur qui pratiquait l'illusion. Et
La nuit, c'était un voleur. Ma mère, quant à elle, c'était une commerçante dans la ville haute. Un soir, elle surprit mon père, en train de la cambrioler, elle et son commerce. Et ce fut le coup de foudre. À compter de ce jour, ils ne se sont plus jamais quittés, et lui, il s'est rangé. Au fur et à mesure que D'Artan grimpait les échelles du pouvoir, la résistance s'est formée. C'est à ce moment qu'ils l'ont rejointe, en même temps que le père de Valène, qu'ils avaient alors rencontré. Ma mère, elle est morte sous la torture, pendant un interrogatoire. Et puis mon père, lui, il est décédé le même jour que le père de Valène. On n'a jamais retrouvé son corps. Sa tombe, sa tombe, elle est vide. Valène et Talnar, ayant vécu des choses similaires, posèrent tous deux une main sur ses épaules. Allez, ça suffit les conneries. Allons boire un coup à présent. Éluda Kirit en passant la manche de sa veste sur ses yeux humides. Le petit groupe sortit du cimetière et prit alors le chemin de la taverne la plus proche, située à quelques dizaines de mètres de l'église. Une enseigne suspendue indiquait la Toison d'Or. L'établissement s'étalait sur 3 niveaux et faisait l'angle du pâté de maison. « On ne risque pas de vous reconnaître ?» s'inquiéta Calixte. « Bien sûr que si, mais les partisans de D'Artan sont rares et sont connus de tous. » répondit Kirit. « Personne n'ira dire quoi que ce soit. » « Et les gardes ? Oh, eux ! Je te rassure, ils ont une bien trop haute opinion d'eux-mêmes pour fréquenter les auberges de la ville basse. » ajouta Valène. Celui-ci poussa alors la porte de l'auberge et fut accueilli par les odeurs d'alcool et de tabac qui embaumaient l'endroit et par la musique que jouait une troupe de gitans. Cela faisait 6 ou 7 ans qu'il n'était pas venu en ces lieux, et tout comme chez le couple Pavinemtas, rien ou presque n'avait changé. Il eut l'impression d'avoir remonté le temps, comme si l'espace d'un instant les événements des années passées n'étaient jamais arrivés. Ici, l'endroit était bondé de soir en soir par une clientèle qui n'avait rien à voir avec celle de Runok. On était loin de l'auberge luxueuse de Boobol, mais c'était toujours nettement mieux que les endroits malfamés qu'ils avaient fréquentés ces dernières années. Ici, c'était la convivialité qui régnait en premier lieu. Paralgir, dès le venant !» Les salua l'aubergiste, un nain à l'expression aimable, juché sur un plancher surélevé derrière son comptoir pour se tenir à hauteur d'homme. « Bonsoir Vigo !» Le saluèrent naturellement Valène et Kirit en retour. « Je suppose que pas la peine de poser des questions !» lança l'aubergiste avec un sourire complice en s'appuyant sur son comptoir. Comme le vieux Rématas fréquentait ce lieu en journée, le dénommé Vigo était au courant que Valène et Kirit avaient été exilés en Telberg. Il ne lui fallut alors que quelques secondes pour comprendre que ses anciens habitués s'étaient évadés du désert. « Exactement », lui répondit Kirit en lui adressant un clin d'œil. « Allez, première tournée au fait par la maison, prenez place !» Les invita le tenancier en faisant comme si de rien n'était. « Et je veux bien un plateau de fromage, patron, s'il te plaît !» lança Kirit d'une voix forte. « Et des petits fromentons pour ces messieurs !» surenchérit l'Oriméen. « Pas un mot !» invectiva Kirit à Talnar, qui le regardait un sourire en coin, tentant de ne pas éclater de rire. Ils s'installèrent sur des tabourets autour d'un des tonneaux qui faisait office de table. Le nain vint ensuite leur apporter le fromage et des pains de la seule boisson que l'établissement proposait, de l'hypocrase. « Ah ! C'est quand même autre chose que cette merde de vin de cactus de la cité !» s'exclama Talnar. « Dites les gars, c'est la 3e fois qu'on nous accueille en citant Asgir depuis qu'on a quitté Telberg. De qui il s'agit ?» demanda Calixte. « Pour certains, ce serait une ancienne divinité. Pour d'autres, il s'agirait du Malar de Tel Arild, » répondit Kirit. « Alors, je vous le confirme, il s'agit bien du Malar. » ajouta Valène en buvant une gorgée. « Ah non ! Toi, tu ne vas pas commencer à plomber l'ambiance !» Le railla Kirit, toutefois à demi inquiet. « Ne t'inquiète pas, tout va bien, » le rassura-t-il. « Je sais juste que Asgir était bel et bien le nom du Malar de Telarild. Ça fait partie des souvenirs d'Almac auxquels j'ai accès. »
Après quelques verres et tandis qu'ils discutaient, ils furent abordés par 3 superbes femmes travaillant au sein de l'établissement. Leur tenue légère ne laissait aucune place au doute quant à leur profession. Elles n'étaient pas là pour servir les boissons. « Eh ben, je vois qu'il n'y a pas que l'alcool qui est meilleur par ici !» déclara Talnar. « Pour pouvoir en parler, faudrait déjà y goûter, mon grand. » lui répondit la femme blonde sur un ton malicieux tout en se collant à lui. « Je crois que je commence à comprendre le nom de l'établissement, » murmura Calixte. « Non merci, mesdames, je suis marié !» déclina Talnar. « Allez, c'est le patron qui offre !» ajouta une femme aux traits guinéens et à la chevelure noire. « Il s'est dit que vous auriez bien besoin de ça. Valène, je suppose que ce n'est pas la peine de te demander ?» fit la 3e femme, une superbe brune d'une 50aine d'années aux yeux d'un bleu perçant, qui semblait de toute évidence le connaître. « Et non, pas la peine, Cassandra, je suis toujours marié !» lui répondit-il en lui faisant un clin d'œil. « Et le petit jeune, il a une tête de premier chagrin d'amour. » dit-elle en désignant Calixte. « À ton âge, quand même !» la railla Valène. Calixte ne savait pas où se mettre et espérait que ses amis ne montent pas un traquenard douteux à son intention. « Eh bien, puisque c'est comme ça, moi je vous prends toutes les 3 les filles. Les amis, je vous abandonne un moment, attendez-moi. » Talnar et Valène se regardèrent un moment, puis rirent de bon cœur en voyant Kérit, une fille de joie à chaque bras, se dirigeant vers l'une des chambres de l'étage. « Hé, merci patron !» cria Kérit à l'intention du taulier, qui lui répondit par un simple geste de la main. « Il est vraiment irrécupérable !» s'exclama Valène en riant. Le lendemain matin, Kérit prit soin de récupérer la sacoche pleine d'argile, puis le groupe d'amis se mit sur le départ. Mara Teresa sermonna Valène et Kérit sur le fait de mieux manger et de faire bien attention à eux. Elle leur donna aussi des provisions pour s'en assurer. Rématas les salua avec sa retenue habituelle et caressa affectueusement la petite Fenrir. À présent, de longues semaines de marche attendaient les 4 amis pour rejoindre le port de Nérigos. De là-bas, ils embarqueraient pour l'acropole d'Acadia, où ils reprendraient un bateau quelques heures afin de rejoindre l'université de Manasie Physique. Dès la première journée, ils s'écartèrent des routes principales afin d'éviter les mauvaises rencontres. À choisir, il leur était plus facile de faire face à des bandits de grand chemin qu'à une unité de chiens de Dartan, comme on les surnommait. « Au fait, Kérit » l'interpella Talnar. « Oui ?» « Tu ne m'as pas répondu hier soir. À quoi elle ressemble ta Manasie ?» Kérit s'arrêta et chercha dans sa besace un bloc d'argile de faible qualité. Il en sortit un morceau brut, légèrement craquelé, qu'il plaça dans la paume de sa main ouverte vers le haut. Des traits d'énergie fins et dorés en sortirent, et après quelques secondes de concentration, un deuxième Talnar apparut, sauf que celui-ci était translucide. Le double ricana face à son original, avant de disparaître aussitôt. Le Jordéen était sous le choc. « Ah, respire, ce n'est qu'une illusion miroir. Je suis un peu rouillé, mais avec de la maîtrise et du meilleur argile, l'illusion peut être plus réaliste et durer quelques secondes de plus. Disons que c'est très bien pour gagner quelques pièces dans la rue, ou déstabiliser l'ennemi. » « C'est incroyable !» s'émerveilla Calixte. « T'as pas idée de ce qu'on peut faire avec un peu d'énergie manasique et une bonne dose d'imagination. » Le second jour de marche, à l'approche de la nuit, ils convinrent qu'il était temps d'établir leur campement. C'est alors qu'un convoi de roulottes tiré par des gobecs s'approcha. Le cortège, qui semblait provenir du même endroit qu'eux, était mené d'un pas lourd par les immenses volatiles, 2 par voiture. Ces dernières étaient rudimentaires, constituées de charrettes en bois renforcées, dont la caisse était recouverte d'arceaux sur lesquels était tendue une toile huilée. Les lanternes accrochées à l'avant se balançaient lentement, projetant au sol des éclats de lumière vacillants. Il suffisait de voir le nombre de roulottes pour comprendre de qui il s'agissait. Les gitans, qu'on appelait aussi le peuple des chemins. Le premier attelage ralentit à la hauteur des 4 amis. Cora se raidit et se mit sur le qui-vive. Sur le banc avant,
un homme et une femme tenaient les rênes. Ils échangèrent un bref regard, puis l'homme tira légèrement sur les rênes pour ordonner au gobec de s'arrêter. À côté de lui, la femme, drapée dans un châle tissé de couleur pourpre, regardait les étrangers d'un œil méfiant. Ses cheveux sombres, qui dépassaient de son foulard, dessinaient des volutes qui encadraient son visage franc. L'homme bien qu'assis avait une stature imposante et affichait la quarantaine. Il portait une veste de laine grise sur une chemise blanche et saluait les marcheurs d'un geste de la tête en pinçant son chapeau. « Sans nom !» prononça-t-il sans détour. Le sang des 4 amis ne fit qu'un tour et ils adoptèrent instinctivement une posture défensive. Comment avait-il été reconnu ? « Calmez-vous !» reprit le cocher. « On sait reconnaître des frères des chemins quand on en voit. Vous avez le même regard que nous. Et puis vous n'êtes pas les premiers qu'on croise. Un ancien de Telberg nous a rejoints il y a quelques années. » Les 4 aventuriers n'en revenaient pas. « Pardon, excusez-nous. » souffla Valen, encore secoué par la montée d'adrénaline. « C'est que... » « Y a pas de mal, » le coupa l'homme. « Entre parias qui en ont bavé, on se comprend. Je m'appelle Jonko, du clan de Romash, et voici ma femme, Myriena. On va s'arrêter là pour la nuit, vous vous joignez à nous ?» Les 4 amis se consultèrent, puis décidèrent, malgré les réticences de Kirit qui avait vécu une mauvaise expérience avec un autre clan, d'accepter la proposition. Loin des routes principales, les chemins n'étaient jamais sûrs une fois les soleils couchés. Les gitans engagèrent leurs roulottes sur la plaine que traversait le chemin et commencèrent à faire descendre les enfants et les anciens du convoi avant d'installer leur campement. Valen, Kirit et Talnar se proposèrent naturellement pour aider les gens du voyage, tandis que Calixte, de par son expression avenante, fut assailli par les enfants dont il s'occupa pendant que le campement se montait. Cora, pour échapper aux caresses incessantes des plus petits, s'était installée en hauteur sur une branche d'arbre. Le clan de Romash était composé d'une 30aine de personnes. Comme tous les clans du peuple des chemins, ils allaient de ville en ville pour gagner leur vie. Certains pratiquaient divers métiers ouvriers ou d'artisanat, quand d'autres étaient plutôt portés sur le spectacle de rue. « Encore merci pour votre accueil », dit Valen à Jonko en l'aidant à monter une tente. « De rien. Mais dis-moi, comment t'as su qu'on était des sans-noms ? Je te l'ai dit, on a le même regard. Disons que nous autres, on a un bon instinct. » Valen était perplexe. Jonko reprit. « Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de voir tes oreilles pour savoir que tu as du sang d'elfe dans les veines. » Alors là, j'avoue que je suis impressionné. Répondit Valen avec un air songeur, craignant que Jonko ne sente qu'il n'était plus totalement humain. Il n'y a pas de quoi l'être. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce que l'on peut apprendre d'eux, rien qu'en les regardant. Le campement mis en place, on pouvait voir qu'il suivait une disposition particulière. Les 8 roulottes formaient un grand arc de cercle et servaient à délimiter le camp. Les tentes étaient disposées à l'intérieur en longeant les véhicules, et des hommes montaient la garde à tour de rôle par groupe de 3. Au milieu du bivouac, plusieurs feux étaient installés afin de pouvoir préparer à manger pour tout le monde. Les gens s'installaient autour des différents feux, généralement par famille, et passaient parfois de l'un à l'autre pour discuter. Le camp était plein de vie. Vers la fin du repas, des hommes sortirent guitare, tambour et violon, puis commencèrent à jouer un morceau de musique. Aussitôt, l'atmosphère changea et devint festive. Alors que certains reprenaient en chœur un chant traditionnel, un homme vint à la rencontre des anciens prospecteurs, à l'exception de Calixte qui s'amusait de nouveau avec les enfants pour les saluer. Son teint de peau plus clair et sa silhouette élancée trahissaient le fait qu'il n'était pas originaire du clan. « Je m'appelle Tomac. Je suis un ancien sans nom, moi aussi. » leur dit-il en leur serrant la main. « Je pensais qu'on était les seuls à s'être évadés avec succès. » « Non, mais le coût est élevé, alors peu ose. »« Un marché avec Runok ?» demanda Kirit. Ouais. » Sa voix trembla légèrement, et les anciens sans nom comprirent qu'il était inutile de demander des détails. « Mais t'étais seul ? Comment as-tu fait pour te retrouver avec les Dromash ?
demanda Valène. Tomax sourit en regardant le feu crépiter. Je l'étais. Mais ce peuple-là, ils m'ont accueilli et donné un nom. Un second nom. Talnar fronça les sourcils, curieux d'en savoir plus. Un second nom ? Demanda-t-il en vidant un énième godet de liqueur que lui avait servi l'un de ses nouveaux compagnons de boisson. Oui, répondit-il en touchant un petit bracelet de métal autour de son poignet. J'avais été envoyé dans le désert alors que j'étais innocent. Ici on m'a cru, et j'ai cessé d'être un sans nom. Je suis d'abord devenu un frère des chemins, puis j'ai été accepté par le clan. Thomas, quel nom qu'ils m'ont donné. Ils continuèrent de discuter quelques minutes assis autour du feu, évoquant alors leurs souvenirs de Telberg, jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par une jeune femme rousse d'une trentaine d'années. Elle portait un décolleté blanc, une veste verte en velours abondamment décorée, une longue jupe bordeaux, et ses cheveux longs tombaient avec élégance sur ses épaules. Il émanait d'elle une grâce qui ne laissa pas Kérit indifférent, mais il préféra chasser cette pensée, sa méfiance des gens du voyage reprenant le dessus. « Allons, je ne vais pas te manger ?» lui dit-elle en se mettant à sa hauteur, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Du moins, pas tout de suite. » Aussitôt avait-elle prononcé ces mots qu'elle s'en alla vers un autre foyer, autour duquel elle se mit à danser au rythme de la musique. Tomax se leva, puis glissa quelques mots à Kérit. « Lysandra est joueuse. Ne t'engage pas là-dedans, c'est perdu d'avance. » lui dit-il d'un air amusé. Après quoi il rejoignit son épouse, une femme du clan avec qui il avait fait sa vie. Lysandra, tout en jetant de fugaces coups d'œil à Kérit, commença alors à chanter sous les regards amusés des autres membres du clan. Sous la montagne, la terre soupire, le vent murmure, il sait nos martyrs. Chaque pierre, chaque grain de sable chante l'écho des âmes inoubliables. Là où le ciel embrasse le désert, les étoiles guident nos pas sur la terre. La lumière danse dans l'ombre des dunes, rappelant le feu des cœurs et le clair de la lune. Ô osman, esprit des montagnes, fils des rivières et des campagnes, des arbres murmurent des secrets anciens, et tes vents tissent l'histoire des humains. Les collines chantent une prière oubliée. Le vent murmure, il sait nos martyrs. Chaque pierre, chaque grain de sable chante l'écho des âmes inoubliables. Là où le ciel embrasse le désert, les étoiles guident nos pas sur la terre. La lumière danse dans l'ombre des dunes, rappelant le feu des cœurs et le clair de la lune. Osman, esprit des montagnes, fils des rivières et des campagnes, des arbres murmurent des secrets anciens, et tes vents tissent l'histoire des humains. Les collines chantent une prière oubliée. Les rivières asséchées ce qu'elles ont emporté. Dans la forêt, le silence est roi, mais sous les branches, une vie en émoi. Les oiseaux dansent tandis que les loups veillent. Le temps s'arrête sous les vieilles merveilles. Chaque rocher porte une voix cachée. Chaque rivière une larme sacrée. Nos chants s'élèvent pour saluer les cieux, et nos pas de danse sur un sol précieux. Osman, l'esprit des montagnes,
soirée continua de se dérouler dans la bonne humeur jusqu'au coucher. Au petit matin, une douce odeur de chicorée planait sur le campement. Des bouillards émaillés avaient été placés dans les braises des feux de la veille afin de préparer le breuvage. « Au fait, où allez-vous » demanda Janko en buvant une gorgée du liquide noir. « On se rend au port de Nerigos » répondit Valen. « Pour quelques semaines de marche. »« L'Omni fait bien les choses !» s'exclama-t-il. « C'est aussi notre destination. Que diriez-vous de profiter du voyage avec nous ?»« T'es sûr ? On te remercie, mais on veut surtout pas s'imposer. »« Non, m'insulte pas. Il en va de l'honneur de mon clan. Nos aïeux n'ont pas été chassés de drogue par ces bâtards d'Aruxéens pour que nous rejetions à notre tour ceux qui sont dans le besoin. » Tous acquiescèrent alors sans discuter, heureux de la perspective de voyager en bonne compagnie. Le voyage ne durerait pas moins longtemps, mais il serait certainement beaucoup plus agréable et bien moins fatigant. « Eh bien, c'est une affaire entendue !» clama Janko. « Les amis !» lança-t-il à l'égard des Dromaches. « Nous avons de nouveaux frères jusqu'à Nerigos !» Ce à quoi les hommes du clan répondirent en tapant du poing à répétition sur les caisses des roulottes. « Trouvez-vous une roulotte avec de la place et montez !» ajouta le patriarche. Il n'en fallut pas plus à la petite Fenrir qui comprit rapidement ce qui se passait et se trouva une place discrète dans le tas de linge d'une roulotte pour dormir. Au cours des 3 semaines qui suivirent, les Sans-Noms apprirent à connaître leurs hôtes et devinrent rapidement proches de ceux-ci. Même s'ils sentaient qu'ils ne faisaient pas non plus partie du clan, les Dromaches les traitèrent comme ils le faisaient avec tous les parias qu'ils croisaient. C'était pour eux une tradition. Leurs ancêtres avaient été chassés de drogue des siècles plus tôt, faisant d'eux un peuple nomade qui ne trouva de soutien nulle part. Ils estimaient donc qu'il était de leur devoir de venir en aide à ceux qui étaient dans une situation similaire. Ainsi, semi-elfes, infirmes et autres orphelins étaient parfois recueillis pour un bout de chemin. Certains restaient et finissaient par faire partie intégrante du clan qui l'avait recueilli. Valen profita aussi du voyage pour tenter d'apprivoiser sa nouvelle nature. Au moyen d'exercices de méditation, il tentait de sentir l'énergie du malheur en lui, comme il avait appris à le faire avec celle de l'Argir. Il avait promis à Bjark qu'il ne subirait plus, et cherchait désormais à comprendre ce qu'il était. Au fil du temps, les cauchemars s'espacèrent, et des bribes des souvenirs d'Almac remontèrent en lui. Cela le laissait parfois avec le sentiment étrange de ne plus savoir si ce qu'il ressentait venait de lui ou du malard. Il commençait alors à comprendre les mots de la créature céleste. En fusionnant, il devenait un nouvel être. Il lui fallait alors faire en sorte de rester conscient de ces changements pour ne pas se perdre. L'exercice était réellement épuisant. Le voyage avec leurs nouveaux amis fut salutaire, car il lui permit de dormir davantage. De son côté, Kirit, qui passait souvent une partie du trajet aux côtés de Janko, se faisait régulièrement taquiner par Lysandra une fois le campement monté, ce qui ne manquait pas de beaucoup amuser tant les hommes du clan que ses amis. Lui, qui d'ordinaire tenait le rôle du séducteur, se faisait tourner en bourrique par la jeune femme au caractère bien trempé. Le convoi finit par passer sans encombre à la frontière de Norgal, la colonie d'Asuna, et approcha des portes de Nerigos. Janko et le reste du convoi bifurquèrent pour faire une halte sur une prairie attenante à la route. Il descendit de l'attelage, puis alla à la rencontre des 4 amis. « Nos chemins se séparent ici, mes amis. Nous ne pouvons pas aller vers le port avec notre caravane. Nous allons nous installer en périphérie de la ville, un peu plus loin. » « Merci pour tout, » le remercia chaleureusement Valen. « Ma femme a quelque chose pour vous. Myriana, tu peux venir ?» cria-t-il à l'intention de son épouse. La femme de Janko s'approcha et donna à chacun des 4 compagnons un bracelet de métal décoré de motifs traditionnels. « Tenez, nous les avons fabriqués pour vous. » leur dit-elle avec le sourire. « C'est la marque des Frères des Chemins. Si vous croisez un autre clan, montrez-leur vos bracelets. » Kirit, touché par ce geste, remercia chaleureusement les époux Dromaches. L'heure des adieux était venue. Les 4 amis s'étaient attachés à leurs nouveaux compagnons et, de toute évidence, la réciproque était vraie également.
Les enfants pleuraient le départ de Calixte, qui avait grandement soulagé les femmes du clan en s'occupant des petits durant le voyage. Lysandra, quant à elle, ne montra pas une once de tristesse, mais embrassa Kirit par surprise sous les sifflements des gitans. « Nous sommes là pour quelques jours, » reprit Janko. « Après, nous remonterons vers Caléris. Si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. » Ils se saluèrent une dernière fois, puis les deux groupes se séparèrent. Les fugitifs avaient le sentiment d'avoir gagné quelque chose au cours de ces semaines. Semaines qui leur avaient fait presque oublier leurs années passées dans la poussière du désert. Ils passèrent les immenses portes en bois de la ville et s'engagèrent dans Nerigos. Ici, plus de milices, ou si peu que c'en était anecdotique. Même si Norgal était sous l'influence d'Arcadea, elle restait une nation autonome, officiellement vassale d'Asuna, sur laquelle Dartan n'avait pas totalement la main. L'architecture de la cité portuaire n'avait plus rien à voir avec les villes arcadéennes. Ici, les maisons aux murs chaulés de blanc adoptaient des formes aux courbes naturelles rappelant celles des végétaux. On sentait là toute l'influence asunéenne dont les constructions organiques en ébène albâtre s'intégraient avec harmonie à leur environnement. La météo y était aussi plus humide, sans être moins chaude pour autant, ce qui rendait l'air presque étouffant pour un nordique comme Talnar. Bien heureusement, ils n'eurent pas à marcher très longtemps pour trouver le port, sur lequel un vent frais salvateur régnait. À l'approche de celui-ci, on pouvait entendre les cliquetis significatifs des mâts des bateaux de pêche sous l'effet du vent et le bruit des dockers en train de charger les navires. Kirit alla à la rencontre de l'un des ouvriers, un semi-elfe aux larges épaules, pour lui demander où trouver son capitaine. Le métis aux cheveux blancs et aux yeux dorés lui indiqua un vieil elfe en train de consulter des cartes sur une caisse de chargement qui faisait office de table. Le marin, un natif de Norgal, n'avait rien à voir avec ses congénères asunéens. Kirit se dirigea vers lui et l'interpella. « Capitaine, votre navire se rend bien à Acadia ?»« Oui, mon garçon. Mais nous ne prenons que des matelots et j'ai actuellement mon compte d'homme. » »« Et des matelots qui paieraient leur place, qu'en pensez-vous » lui répondit-il avec un regard espiègle, en posant une bourse de pièces d'argent sur l'une des cartes. Le vieil elfe soupesa la bourse, l'air satisfait. « Bien, vous dormirez dans la cale. Nous apparaillons d'ici 2 heures. »« Parfait. Mais nous aurons une cabine. » déclara Kirit en jetant au marin une seconde bourse plus petite cette fois. Le petit groupe et leurs familiers montèrent à bord du bateau de fret qui portait le nom de l'Étoile de Marae, comme si la fille favorite de l'Omni les prenait sous sa protection. La mer les attendait, avec bientôt des réponses, mais aussi de nouvelles questions. La suite dans les Arcanes d'Osmond, épisode 14. Un épisode, ça représente environ 25 heures de travail. Alors, si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le commenter, le partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur patreon.com/neospipanda.